Bonjour. Alors nous allons voir un aspect un peu particulier de l'épidémiologie, à savoir comment mesurer les performances d'un test de dépistage. Alors certes, la mise au point d'un examen de dépistage est l'affaire du biologiste ou du médecin s'il s'agit d'une méthode paraclinique, mais l'impact des résultats de ces techniques est tellement important dans la production des données épidémiologiques qu'il est indispensable de comprendre les mécanismes. Les objectifs de la présentation sont donc de montrer comment on mesure expérimentalement les performances propres d'un test de dépistage, disons sa valeur intrinsèque en termes de sensibilité et de spécificité, et dans un second temps, comment estimer ces performances lorsque le test est appliqué en conditions de terrain en utilisant les concepts de valeurs prédictives positives et négatives. Alors, il y a deux grandes façons de détecter des cas d'une maladie dans une population. Une manière passive, en mettant au point des systèmes d'alerte et de surveillance qui fournissent essentiellement des données sur les nouveaux cas, donc des données d'incidence. Le dépistage, au contraire, va rechercher activement les cas d'une maladie présente à un moment donné dans une population et donc fournir des données de prévalence. Il s'applique donc plus volontiers aux maladies chroniques dans la recherche épidémiologique, mais bien évidemment le dépistage concerne aussi les individus en médecine praticienne. Donc les performances d'une technique de dépistage ont deux composantes. Elles intéressent à la fois le patient qui attend un diagnostic, et elles intéressent aussi les responsables de santé publique qui utilisent les données fournies par ces techniques. Et nous allons voir que ce ne sont pas tout à fait les mêmes performances qui sont attendues dans ces deux situations. Alors, un programme de dépistage de masse demande beaucoup de moyens, des personnels dédiés, des techniques performantes. En bref, beaucoup d'énergie et aussi l'argent du contribuable. Lorsqu'on envisage de mettre en œuvre un programme de dépistage, il faut qu'il réponde obligatoirement à un certain nombre de critères. Alors nous allons en passer en revue une dizaine, et il faut garder à l'esprit que si un seul de ces critères n'est pas rempli, alors il faut sérieusement douter de la pertinence du programme. Alors premier critère, la maladie cible doit constituer un problème important de santé publique, c'est-à-dire en termes de gravité et de fréquence. Alors ce qu'on va faire, c'est se poser chacune de ces questions à propos d'un exemple réel. Par exemple, le programme de dépistage du cancer du sein chez les femmes de plus de 50 ans. Donc là, la réponse est oui, maladie grave et maladie fréquente. Deuxième critère, l'histoire naturelle de la maladie doit être connue. Il est inutile de démarrer un programme de dépistage d'une maladie dont on ne connaîtrait rien, ni sur son étiologie, ni sur son évolution. En ce qui concerne le cancer du sein, on sait que non traité, il évolue défavorablement. Alors ceci dit, on est loin de connaître toute l'histoire naturelle de cette maladie, et la réponse ici n'est pas franchement positive. Troisième critère, il doit exister un traitement pour les malades. Il serait en effet stupide de dépister massivement des patients à qui on n'aurait rien à proposer. Dans l'exemple du cancer du sein, il existe des thérapeutiques efficaces qui permettent de traiter et guérir une grande quantité de ces cancers, notamment s'ils sont dépistés suffisamment tôt. Ce qui nous conduit au quatrième critère qui énonce qu'il faut qu'il existe une phase de latence dans la maladie qui permet d'intervenir précocement avec efficacité. Évidemment, si le dépistage identifie des cas en phase terminale, il ne sert à rien. Dans le cas du cancer du sein, on sait que si on intervient au stade d'une petite tumeur infraclinique, on obtient une efficacité thérapeutique maxima. Cinquième critère, et ce sera le sujet de toute la suite de ce cours, on doit disposer de tests de dépistage performants dès le stade de latence. Alors nous verrons ce qu'on entend par performant. En ce qui concerne le cancer du sein, la mammographie permet précisément de dépister les formes infracliniques de la maladie. Alors, sixième critère, les techniques de dépistage et le traitement doivent être acceptables par la population. Si elle refuse les actions proposées, le programme courra à l'échec. Dans le cancer du sein, la mammographie certes n'est pas très agréable, mais elle est acceptable eu égard à la gravité de l'enjeu. Septième critère, le programme doit cibler la population à risque. Alors cela peut paraître une évidence, mais on a vu parfois la dérive de certains programmes qui, pour de multiples raisons, finissaient par profiter à des individus qui n'en avaient pas besoin, ou alors moins besoin que la population cible. En ce qui concerne par exemple le cancer du sein, il peut y avoir la tentation, justifiée sur le plan individuel, d'y faire entrer des femmes peut-être plus jeunes, mais dans ce cas, les examens ne seront pas pris en charge. Huitième critère, le programme de dépistage doit pouvoir être réalisé de façon continue.
Alors ces questions se posent pour des programmes de dépistage dans des pays qui n'auraient pas l'assise financière et logistique pour maintenir les objectifs. Par exemple, dans les pays d'endémie de la maladie du sommeil, la trypanosomose africaine, la plaie pour les responsables de programmes de dépistage de ces pays sont les petites ONG qui démarrent des programmes ambitieux et qui sont obligés de les abandonner quelques années plus tard par manque de ressources. Alors l'abandon d'un tel programme en cours de route fera reflamber la maladie à coup sûr, et c'est presque pire que de ne pas l'avoir entamé. En France, le programme de dépistage du cancer du sein est acté de façon pérenne. Alors, le 9e critère découle de ce qu'on vient de dire. Il faut s'assurer avant de débuter un programme qu'on dispose des laboratoires, des personnels médicaux, des hôpitaux pour le réaliser. Et enfin, 10e critère, le nerf de la guerre, c'est une évidence, que ce soit pour la société tout entière qui prend en charge ce programme ou par exemple pour une grande ONG qui s'engage à le réaliser. Alors, entrons dans la partie technique de cet exposé. Nous avons utilisé le terme de test des dépistages, mais qu'appelle-t-on ici un test? Alors, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être tout simplement, lors de l'examen clinique, un symptôme avec une simple donnée qualitative, présence ou absence d'un signe. On peut appeler test le résultat d'un examen technique, avec cette fois-ci une donnée qui ne serait plus quantitative, la valeur d'une mesure comme la tension artérielle ou un taux de cholestérol par exemple. Le test peut être aussi un examen paraclinique, nous avons pris l'exemple de la mammographie pour le cancer du sein. On peut aussi appeler test un groupe d'examens et donc regarder la performance du test A associé au test B et au test C et étudier leur performance combinée. Et enfin, on peut appeler test, sur le plan épidémiologique, l'ensemble d'un système de détection appliqué à une population. Par exemple, on peut mesurer si le système de déclaration obligatoire est performant, ou évaluer de la même façon tout autre système de détection des maladies. Donc dans cet exposé, nous donnons une acception très large au terme test allant du simple symptôme à l'ensemble d'un système de surveillance. Alors dans la suite, nous allons prendre des exemples de tests biologiques très simples, mais gardez à l'esprit que les manières d'analyser les performances peuvent s'appliquer à une large gamme de pratiques de dépistage. Alors quel que soit le test, la façon de mesurer ses performances va se faire de deux manières. Soit en situation expérimentale, soit sur le terrain appliqué à une population. Alors ces deux grandes situations vont structurer la suite de cette présentation. Alors, première situation, mesure de la performance d'un test en situation expérimentale. Cela va nous permettre de connaître la valeur propre du test, ce qu'on appelle sa valeur intrinsèque. Alors, en situation expérimentale, le statut des malades et le statut des non-malades est connu grâce à des méthodes de référence qui nous permettent d'avoir une certitude sur ces statuts. Et deux indices caractérisent la valeur intrinsèque d'un test, la sensibilité et la spécificité. Alors tout d'abord, qu'appelle-t-on sensibilité d'un test? En langage courant, c'est sa capacité à identifier les malades. Alors, prenons l'exemple d'une maladie comme le paludisme, pour laquelle on désire mesurer les performances d'un test de diagnostic rapide sous forme d'une simple bandelette sur laquelle on dépose une goutte de sang. On prend par exemple 100 patients diagnostiqués avec certitude par un frottis comme étant atteints de paludisme. La bandelette est positive chez 95 patients. Ces 95 cas, on les appelle des vrais positifs. Il reste 5 cas pour lesquels la bandelette était négative malgré leur paludisme, on les appelle des faux négatifs. Et d'une façon plus mathématique, la sensibilité est la proportion des vrais positifs sur l'ensemble des cas qui ont été testés, ici 95%. On dit que le test de dépistage rapide du paludisme par cette bandelette possède une sensibilité de 95%. On peut schématiser ainsi la sensibilité, qui est la part de vrais positifs sur l'ensemble des cas testés, VP divisé par VP plus Fn. Maintenant, qu'appelle-t-on la spécificité d'un test? Alors, en langage courant, c'est sa capacité à identifier les non-malades. Alors, prenons 100 nouveaux sujets, mais dont on est sûr cette fois-ci qu'ils n'ont pas le paludisme. Donc appliquons-leur notre bandelette, on trouve par exemple 80 sujets négatifs. On les appelle donc des vrais négatifs. Il reste 20 sujets pour lesquels la bandelette était positive alors qu'ils ne sont pas malades. Il s'agit donc de faux positifs. Et en termes mathématiques, la spécificité, c'est la proportion des vrais négatifs parmi le total des sujets non malades testés. Ici 0,80, la spécificité de la bandelette est de 80%. On peut schématiser ainsi la spécificité, qui est la part de vrais négatifs sur l'ensemble des non-malades testés, Vn,
divisé par Vn plus Fp. Et en résumé, les caractéristiques intrinsèques d'un test en situation expérimentale peuvent être figurées dans ce tableau à 4 cases, et on retiendra que la sensibilité est mesurée parmi les malades et que surtout la spécificité est mesurée parmi les sujets qui ne sont pas malades. Alors jusqu'à maintenant, nous avons pris des exemples de tests qualitatifs à réponse dichotomique, positive ou négative. Alors nous allons envisager maintenant la situation d'un test quantitatif dont la réponse est le résultat d'une mesure et qui va donc poser le problème de la détermination d'un seuil. Alors on va prendre l'exemple du technique dont les résultats des mesures s'échelonnent entre 0 et 20. Et dans cet exemple, tous les sujets sains présentent des valeurs inférieures à 10 et tous les cas des valeurs supérieures à 10. Donc le biologiste qui doit fixer un seuil pour discriminer les sujets sains des sujets malades n'aura qu'à choisir la valeur 10 comme seuil. Il s'agit évidemment ici d'une situation idéale. Alors, la réalité est souvent plus confuse. On voit ici que les deux populations, des cas et des sujets sains, se chevauchent. Parmi les sujets sains, on trouve des individus qui présentent des valeurs relativement élevées, supérieures à 10, et à l'inverse, parmi les cas, des individus qui présentent des valeurs basses inférieures à 10. Si on décide de maintenir à 10 le seuil de discrimination, tous les sujets, quels qu'ils soient, qui présentent des valeurs inférieures à 10 seront classés comme négatifs, et tous les sujets qui présentent des valeurs supérieures à 10 seront classés comme positifs. On retrouve donc des sujets positifs parmi les cas, ce sont les vrais positifs. On trouve des sujets négatifs parmi les non malades, les sujets sains, ce sont les vrais négatifs. Mais aussi, on retrouve des sujets négatifs parmi les cas, ce sont les faux négatifs, et des sujets positifs parmi les sains, donc les faux positifs. Et nous retrouvons ici les éléments du tableau à 4 cases. Si on cherche à diminuer le seuil de discrimination, on constate qu'on augmente considérablement le nombre de vrais positifs, donc peu de cas échappent au diagnostic, mais que le prix à payer est une diminution du nombre de vrais négatifs, et donc de nombreux sujets sains seront classés à tort comme faux positifs. Donc en abaissant le seuil dans cet exemple, on augmente la sensibilité, mais on altère la spécificité. Si à l'inverse on augmente le seuil vers la droite, la quasi-totalité des sujets sains sont classés comme négatifs. En revanche, le prix à payer est une considérable augmentation de faux négatifs. Dans cet exemple, on ne détecte pas près de la moitié des cas. Donc en augmentant le seuil, pour améliorer la spécificité, on altère grandement la sensibilité. Si on transpose les données dans le tableau à 4 cases, on obtient des images similaires. Si on abaisse le seuil en baissant la barre, on constate l'augmentation de la case des vrais positifs, ce qui équivaut à augmenter la sensibilité, et qu'en même temps on écrase la case des vrais négatifs, ce qui équivaut à diminuer la spécificité. Et à l'inverse, si on élève la barre, si on augmente le seuil, on écrase la sensibilité et on augmente la spécificité. Alors attention, j'ai pris un exemple où une valeur élevée du paramètre étudié déterminait les cas. On peut évidemment imaginer l'inverse, où ce sont des valeurs basses du paramètre qui seraient pathologiques, comme par exemple le taux d'hémoglobine. Il faudrait alors inverser le raisonnement précédent en abaissant le seuil pour augmenter la spécificité et en l'élevant pour augmenter la sensibilité. Donc, conclusion à tout cela, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, la sensibilité et la spécificité d'une technique quantitative varient en sens inverse. Et en pratique, le choix du seuil de positivité va être un compromis qui est fonction de l'objectif concret que l'on assigne au test. Alors, prenons l'exemple du dépistage anténatal de l'anencéphalie par un test biologique AFP. L'anencéphalie est une malformation cérébrale majeure du fœtus. Une erreur par excès, c'est-à-dire faire un faux diagnostic d'anencéphalie, a des conséquences très graves puisqu'en raison du pronostic désastreux de cette anomalie, les parents décideront sans doute une interruption thérapeutique de grossesse, ce qui serait dramatique s'il n'existait aucune anomalie. Et à l'inverse, ne pas dépister précocement avec ce test une anencéphalie serait une erreur par défaut. Certes, c'est grave, mais le diagnostic sera rattrapé quelques semaines plus tard lors de l'examen échographique. Donc l'ennui sera de pratiquer une éventuelle ITG plus tardivement, mais c'est quand même moins dramatique que la situation inverse. Donc dans cette situation, on veut minimiser les faux positifs, donc améliorer prioritairement la spécificité. Deuxième exemple, le dépistage du paludisme transfusionnel par examen des flacons destinés à la banque du sang. Alors, une erreur par défaut, c'est-à-dire ne pas repérer un flacon contaminé par du plasmodium, conduirait à déclencher un accès de paludisme transfusionnel chez le receveur. Et à l'inverse, déclarer à tort un flacon positif
conduirait à le détruire, ce qui est certes ennuyeux mais infiniment moins grave que la situation inverse. Donc dans cette situation, on cherche à minimiser les faux négatifs, donc améliorer prioritairement la sensibilité. Alors, savoir fixer le bon seuil est plutôt une affaire de biologiste, mais je vous en montre brièvement le principe. Gardons notre exemple du dépistage du paludisme et prenons une méthode quantitative mesurant le titre d'anticorps. Prenons 100 patients et examinons la distribution des titres d'anticorps. Aucun de ces cas ne présente un titre inférieur à 20, 10 ont un titre égal à 20, 10 ont un titre égal à 40. On peut donc pour chacun des seuils possibles calculer la sensibilité de la technique. Par exemple, si on propose comme seuil un titre supérieur ou égal à 40, on va rendre positif 90 cas. On obtiendra donc une sensibilité de 90%. Si on propose le seuil à 640, on ne rendra positif que 10 cas, la sensibilité ne sera que de 10%. Alors, pour la spécificité, il faudra prendre un groupe de sujets non malades. On en prend 100 pour simplifier, sur lesquels on applique notre technique de dépistage. On obtient donc une distribution. On remarque que 40 sujets sont négatifs et que la plupart des autres présentent des titres faibles. On va alors calculer pour chaque seuil possible quelle serait la spécificité. Si par exemple on propose comme seuil un titre supérieur ou égal à 320, on aura un sujet classé positif et 99 classés négatifs, donc une spécificité de 99%. Si on met le seuil supérieur ou égal à 10, 60 sujets seraient classés comme positifs, 40 comme négatifs, donc une spécificité de 40%. Donc nous avons, pour chaque seuil possible, des couples de sensibilité-spécificité. Et la question est de savoir où se trouve le seuil optimum. Alors, il est difficile de choisir sur ce tableau de chiffres et il est plus aisé de raisonner graphiquement. Alors, on dessine un graphe où par convention on place en ordonnée verticale les valeurs de sensibilité de 0 à 100% et en abscisse horizontale non pas la spécificité mais 1 moins la spécificité, c'est-à-dire le pourcentage de faux positifs. C'est juste une convention universelle. Et pour chacun des seuils proposés, on trace un point au carrefour de sa sensibilité et 1 moins sa spécificité. On obtient donc autant de points que de couples sensibilité-spécificité. Par exemple, pour le seuil de 40, on a une sensibilité de 90% et 20% de faux positifs. Pour le seuil de 320, on a une sensibilité de 40% et 1% de faux positifs. Et on dessine point par point ce graphe et vous voyez qu'il a une forme particulière avec une convexité orientée vers le coin haut et gauche du graphique. Et nous venons ainsi de dessiner une courbe qui s'apparente à ce qu'on appelle une courbe ROC, ROC comme Receiver Operating Curve, inventée par les radaristes anglais pendant la Seconde Guerre mondiale. Le radar venait juste d'être inventé et ils cherchaient à régler leurs engins de façon suffisamment sensible pour repérer le maximum de bombardiers de la Luftwaffe, mais aussi assez spécifique pour ne pas détecter n'importe quelle mouette qui franchissait les falaises de Douvres. Donc ils avaient comme problème de trouver le meilleur compromis entre la sensibilité et la spécificité. Et ce meilleur compromis se trouve au point qui est le plus proche de l'angle supérieur gauche du graphique. La partie haute et droite de la courbe représente les réglages les plus sensibles et à l'inverse, la partie basse et gauche de la courbe représente les réglages les plus spécifiques. Dans l'exemple du dépistage du paludisme transfusionnel, nous avons vu qu'on désirait privilégier la sensibilité. Le seuil de 20 ici, qui offre une sensibilité de 100%, représente le meilleur compromis. Et on acceptera d'écarter la moitié des flacons qui se révéleraient positifs. Alors heureusement cet exemple est ancien et de nouvelles techniques offrant de meilleures performances intrinsèques sont apparues. L'intérêt de la courbe ROC est de pouvoir comparer deux techniques entre elles selon leur rapport sensibilité-spécificité. Ici on a tracé la courbe de la technique ELISA en vert qui se rapproche encore plus de l'angle supérieur gauche du graphe. On peut donc, sur le simple examen de ces deux courbes, constater que la technique ELISA est plus performante que l'IFI dans ce dépistage du paludisme transfusionnel, quel que soit le seuil choisi. Si on veut faire cette comparaison de façon plus rigoureuse et statistique, on peut comparer les surfaces sous les deux courbes. Ici, en vert, la surface correspondant à la technique ELISA,
et en bleu la surface correspondant à la technique d'immunofluorescence. Alors on s'aide de logiciels pour calculer ces deux surfaces et il existe un test statistique dédié à leur comparaison. Hypothèse nulle, les deux surfaces sont identiques. Hypothèse alternative, elles diffèrent. Et si la différence des surfaces de ces deux courbes ROC est significative, on peut décider avantageusement de remplacer l'IFI par la technique ELISA. Alors, nous avons dit au début de l'exposé qu'on pouvait considérer comme un test pas seulement un examen biologique, mais aussi tout un système de surveillance ou d'alerte. Alors ici, les auteurs se sont intéressés à la détection des épidémies de méningite par le système d'alerte d'un pays entier. Alors ici, le seuil d'alerte se définit par le nombre de cas de méningite pour 100 000 habitants. Donc en reprenant les données du passé sur une trentaine d'années précédentes, les auteurs regardent ce qu'il se serait passé s'ils avaient mis le seuil à 30 pour 100 000, 25 pour 100 000, etc. Sachant pour chaque année si une réelle épidémie s'est produite ou s'il n'y a pas eu épidémie, pour chaque seuil donné, ils définissent comme vrai positif une alerte qui aurait été lancée alors qu'une épidémie a vraiment eu lieu, comme vrai négatif une alerte qui n'aurait pas été lancée alors qu'aucune épidémie n'a eu lieu, comme faux positif, une alerte qui aurait été lancée alors qu'aucune épidémie n'a eu lieu, et enfin comme faux négatif, l'absence d'alerte alors qu'une épidémie a eu lieu. Et de la même façon que précédemment, on obtient des couples de sensibilité-spécificité et on peut dessiner une courbe ROC. Et alors, ici, au lieu de prendre le compromis le plus proche du coin supérieur gauche, qui serait de 20 cas pour 100 000, l'ensemble des experts qui ont travaillé sur ce sujet considèrent qu'il est plus grave de ne pas détecter une épidémie que de lancer une alerte par excès, ce qui n'a pour conséquence que de lancer des campagnes de vaccination, sans doute peu utiles dans l'immédiat, mais qui seront de toute façon profitables à la population. En tout cas, c'est moins grave que de ne pas anticiper une épidémie. Donc les seuils d'alerte adoptés à cette époque ont été fixés à 10 cas pour 100 000 habitants, ce qui permet une sensibilité de 100% et une spécificité de 60%. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas abordé un détail qui est pourtant la pierre d'achoppement de toutes les mesures de qualité intrinsèque d'un test. En effet, pour faire ces mesures, nous avons souligné la nécessité de disposer d'un groupe de cas certains et d'un groupe de non-cas tout aussi certains. Mais comment affirmer qu'un cas est un cas? Et idem pour un non-cas. S'il existe une technique de référence indiscutable, il n'y a pas de problème. On dispose d'un gold standard qui sert de référence. Par exemple, pour définir un cas de paludisme, un frottis sanguin montrant la présence de plasmodium, contrôlé par plusieurs lecteurs, est un gold standard. On pourra alors mesurer la vraie sensibilité d'une autre technique relativement à ce gold standard. C'est déjà plus difficile d'être sûr d'un non-cas. Par exemple, pour être sûr qu'un sujet est exempt de plasmodium, un frottis ou même une goutte épaisse négative ne suffisent pas car ces techniques peuvent elles-mêmes être prises en défaut et donner de faux négatifs en cas de faible parasitémie. Il faudra y ajouter d'autres arguments, par exemple l'absence de tout symptôme et l'absence de tout voyage en pays d'endémie, ce qui pourrait se rapprocher du gold standard. Et dans ce cas, on pourra mesurer alors une vraie spécificité. Mais dans de nombreuses situations, les cas ne sont déterminés que par la positivité d'une technique considérée comme référente, mais qui possède elle-même ses imperfections en termes de faux positifs et de faux négatifs. Donc certains faux positifs de la technique étudiée pourraient être tout aussi bien des faux négatifs de la technique de référence. Et idem avec les faux négatifs qui pourraient être les faux positifs de la technique de référence. Donc c'est la raison pour laquelle, au lieu de parler de sensibilité et de spécificité absolue, certains préfèrent les termes de concordance positive et de concordance négative relativement à la technique de référence. Alors voyons maintenant comment mesurer la performance d'un test dans les conditions du terrain en population. Nous avons donc quitté les conditions expérimentales du laboratoire et le problème c'est que sur le terrain, le statut malade et non malade n'est pas connu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on prescrit le test de dépistage. Alors on va distinguer les deux conditions d'application d'un test selon ses objectifs, soit en vue de poser un diagnostic individuel, soit en situation de dépistage de masse. Alors l'acteur du diagnostic est un praticien, alors que les promoteurs du dépistage de masse sont plutôt des épidémiologistes ou des responsables de santé publique. La cible du diagnostic, c'est un individu, un patient, alors que la cible du dépistage de masse, c'est la population ou une partie de la population. Le praticien, lui, se trouve devant
un patient qui présente des symptômes, qui est venu consulter car il se sent malade. L'épidémiologie s'adresse à une population dont la majeure partie est composée de sujets sains et sans symptômes. Les données qu'un praticien va recueillir chez son patient peuvent être très nombreuses et très variées. Pensez à l'épaisseur des dossiers médicaux à l'hôpital. Alors que les données qui sont recueillies par les épidémiologistes lors d'un dépistage de masse sont limitées par nécessité, sinon c'est ingérable. Et enfin, en situation de diagnostic, le praticien, surtout s'il est spécialiste de la maladie étudiée, a une grande probabilité de voir de nombreux cas dans sa patientèle où la prévalence de la maladie est relativement élevée. En tout cas, bien plus élevée que la prévalence en population générale où s'applique le dépistage de masse. Et nous allons voir comment ces conditions influent sur l'interprétation des résultats d'un test. Alors, nous sommes sur le terrain, on pratique le test et prenons la première éventualité où le résultat du test est positif. Donc, en situation diagnostique, le praticien se demande alors quelle est la probabilité pour que son patient soit réellement malade. En situation de dépistage, devant une série de tests positifs, l'épidémiologiste se demande quelle est la proportion de vrais malades parmi ces positifs. Le praticien devant son patient unique se pose une question en termes de probabilité, l'épidémiologiste se pose la question en termes de fréquence. Et en fait, tous les deux se posent la même question. Quelle est la valeur prédictive positive du test qui a été effectué? Donc, parmi les sujets dont le résultat du test est positif, on appelle valeur prédictive positive la probabilité d'être malade si le test est positif. Alors, le problème, c'est qu'on ne connaît ni les malades ni les sujets sains parmi ces sujets positifs. On ne connaît donc pas les nombres de vrais et de faux positifs. Alors, si on les connaissait, on dirait que la valeur prédictive positive est la proportion de vrais positifs VP parmi l'ensemble des sujets dont le résultat du test est positif, VP plus FP. Alors, deuxième éventualité, le résultat du test est négatif. En situation diagnostique, le médecin se demande quelle est la probabilité pour que le sujet ne soit pas malade. Avec quel degré de confiance on peut le rassurer. L'épidémiologiste, en situation de dépistage, se demande quelle est la proportion de sujets non malades parmi l'ensemble des tests négatifs. Donc là encore, que ce soit en termes de probabilité ou en termes de fréquence, les deux acteurs se posent la même question: quelle est la valeur prédictive négative du test? Donc parmi les sujets dont le résultat du test est négatif, on appelle valeur prédictive négative la probabilité de ne pas être malade si le test est négatif. Donc problème toujours le même, on ne connaît pas les malades et les sujets sains parmi ces sujets négatifs. On ne connaît donc pas les nombres de faux et de vrais négatifs. Et si on les connaissait, eh bien on dirait que la valeur prédictive négative est la proportion de vrais négatifs Vn parmi l'ensemble des sujets dont le résultat du test est négatif, Fn plus Vn. Alors reprenons l'exemple du test de la bandelette pour le diagnostic du paludisme. Nous avions vu que ce test avait une sensibilité de 95% et une spécificité de 80%. Peut-on calculer des valeurs prédictives dans cette situation? Alors on peut toujours faire le calcul et voyons ce que cela donne. Alors il y a 95 plus 20 soit 115 positifs, la proportion de malades parmi eux, c'est-à-dire la valeur prédictive positive, est égale au rapport des 95 malades positifs sur l'ensemble des 115 positifs, soit 82,7%. Et la valeur prédictive négative, proportion de sujets sains parmi les résultats négatifs, serait de 80 sur 85, soit 94,1%. Voilà donc deux indices de performance qu'on pourrait présenter. Le problème, c'est qu'il s'agissait d'une situation expérimentale, et c'est nous qui avions décidé de prendre 100 cas de paludisme et 100 témoins indemnes. On aurait pu très bien prendre 200 témoins. Et alors, compte tenu de la spécificité de 80% de la bandelette, on doit trouver 160 vrais négatifs et 40 faux positifs. Si on applique le même calcul de VPP que précédemment, on a 95 cas parmi cette fois-ci 135 résultats positifs, ce qui donne une VPP de 70,4%. Pareil avec la VPN, 160 vrais négatifs parmi 165 négatifs, soit 97%. Donc vous voyez qu'on trouve des VPP et VPN différentes de la situation précédente. Tout dépend du nombre de sujets qu'on a sélectionnés dans l'expérimentation. Donc ces deux formules que vous voyez partout, dans tous les livres, dans de nombreuses publications, eh bien elles sont trompeuses pour ne pas dire fausses. En tout cas, elles ne sont pas applicables en situation réelle.
Alors, nous allons détailler pourquoi on ne peut pas appliquer ces deux formules sur le terrain. Reprenons notre tableau à 4 cases avec un test qui peut être soit positif, S+, soit négatif, S-. Alors, les effectifs des vrais positifs, faux positifs, etc. sont inconnus. Nous travaillons dans une population de taille grand N, dans laquelle la prévalence de la maladie serait grand P. Le test a une sensibilité SE et une spécificité SP. Alors, le nombre de malades prévalents est égal au produit de N par P. Et le nombre de sujets sains et son complément, N moins NP, soit N multiplié par 1 moins P. Maintenant, nous pouvons calculer le nombre de vrais positifs, à savoir le nombre de malades multiplié par la sensibilité. On obtient le nombre VP égal à SE multiplié par N multiplié par P. De même, le nombre de vrais négatifs est le produit de la spécificité par le nombre de sujets sains, donc SP multiplié par N par 1 moins P. On peut continuer à remplir les cases. Le nombre de faux négatifs est égal à 1 moins SE multiplié par le nombre de cas NP. De même, le nombre de faux positifs est égal à 1 moins SP multiplié par le nombre de sujets sains N par 1 moins P. On a ainsi rempli correctement le tableau avec des valeurs que nous connaissons. Et on peut maintenant calculer les valeurs prédictives. Alors on va plutôt prendre un exemple concret d'une consultation chez une gynécologue spécialisée dans la pathologie du sein. Alors, elle pratique la mammographie et sa technique a une sensibilité de 98% et une spécificité de 90%. Elle veut connaître les valeurs prédictives de ses examens et dispose d'une série de 500 femmes venues la consulter pour la découverte d'une tuméfaction mammaire. Et cette gynécologue estime que la prévalence du cancer du sein parmi les consultantes de ce type est environ de 20%. Alors, on va appliquer très concrètement ce qu'on vient de voir. N égale 500, prévalence égale 20%. Donc parmi ces 500 consultantes, ce médecin peut s'attendre à observer 104 cancers du sein. Et par soustraction, 400 consultantes qui ne présentent pas de cancer du sein. Alors, on calcule la case des vrais positifs à la mammographie, 98 cas sur 100, la case des vrais négatifs, 90% des 400 femmes indemnes de cancer du sein, soit 360, et par soustraction, 40 sont des faux positifs. Donc globalement, sur cette série de 500 femmes, 138 étaient positives à la mammographie. Et donc la valeur prédictive positive est donc de 98 sur 138, soit 71%. Ce qui s'interprète en disant que si une femme présente une mammographie positive chez cette gynécologue, elle a une probabilité de 71% d'être atteinte de cancer du sein. Par ailleurs, toujours par soustraction, il existe deux faux négatifs, et donc parmi les 362 qui ont une mammographie négative, on peut calculer la VPN 360 sur 362, soit 99,4%. Ce qui s'interprète en disant que si la mammographie est négative chez cette gynécologue, la probabilité de ne pas être atteinte de cancer du sein est de 99,4%, ce qui est hautement rassurant. Maintenant, on va imaginer que cette gynécologue est fatiguée de pratiquer des diagnostics individuels dans son cabinet médical et elle se recycle comme épidémiologiste dans le programme de dépistage de cancer du sein dans la population générale des femmes de 50 à 69 ans. Donc elle participe à une large étude portant sur 5000 femmes âgées de 50 à 69 ans, chez qui elle a pratiqué des mammographies avec le même appareil que dans sa consultation, donc avec les mêmes performances en termes de sensibilité spécificité. Dans cette population, la prévalence du cancer du sein est de 1%. On va donc refaire le même type de calcul. On s'attend donc à 54 cancers du sein et 4950 femmes indemnes. Je remplis rapidement les 4 cases du tableau. Il n'y a qu'un faux négatif, ce qui implique une excellente valeur prédictive négative de 99,98%. En revanche, parmi les 544 examens positifs, seulement 49 sont de vrais positifs, ce qui implique une valeur prédictive positive de seulement 9%. Ce qui veut dire que dans ce programme exécuté avec les mêmes conditions techniques qu'à son cabinet, la découverte par cette gynécologue d'une mammographie positive n'implique une probabilité de cancer que dans 9% des cas. Donc vous voyez ce résultat étonnant, pour une même sensibilité et une même spécificité, on observe des chiffres de VPP extrêmement différents. La seule chose qui a changé, c'est la prévalence de la maladie dans la population examinée qui est passée de 20% à 1%.
Alors, je vais prendre un deuxième exemple à propos du dépistage de la maladie du sommeil par une méthode de terrain très simple dont le fabricant affiche les performances de 95% de sensibilité et 75% de spécificité. Alors, les équipes de dépistage démarrent le programme dans une région où la prévalence de la maladie est estimée à 20% dans une population d'environ 100 000 personnes. Donc on refait le même type de calcul, on s'attend à 20 000 cas dont 19 000 vrais positifs et 80 000 sujets indemnes dont 60 000 vrais négatifs. On fait les soustractions pour obtenir les faux négatifs et les faux positifs. Calcul de la VPP, 19 000 vrais positifs sur 39 000 positifs, soit 48,7%. VPN, 60 000 vrais négatifs sur 61 000 négatifs, soit 98,4%. Alors dans ce type de programme, tous les cas dépistés sont systématiquement traités pour interrompre le cycle de transmission. Et plusieurs années après, le programme a eu du succès et petit à petit la prévalence a diminué pour arriver à près de 0,5%. Donc il ne reste plus que 500 cas dans cette population. Si on refait les mêmes calculs, on obtient les résultats suivants. La valeur prédictive négative a gagné quelques points et elle est toujours très élevée. En revanche, la valeur prédictive positive, 475 vrais positifs sur plus de 25 000 sujets positifs, est inférieure à 2%. Les vrais cas sont devenus très rares par rapport au nombre de faux positifs dus à une spécificité imparfaite. Donc vous voyez que dans ce programme dépistage-traitement de la maladie du sommeil, la baisse attendue de la prévalence due à l'efficacité du programme a engendré un effondrement de la VPP. Un résultat positif n'a quasiment plus aucune valeur diagnostique et l'hôpital est encombré par 98% de suspects qu'il faut néanmoins contrôler par d'autres techniques plus lourdes. Donc maintenant nous allons pouvoir théoriser ces résultats en calculant les formules de ces valeurs prédictives que je vous avais cachées tout à l'heure pour ne pas vous faire convulser. Alors, la valeur prédictive positive est le nombre de vrais positifs, SENP, divisé par le total des positifs, SENP plus 1-SP par N par 1-P. Alors le tout se simplifie en retirant N du numérateur et du dénominateur. On obtient ainsi cette formule un peu compliquée de la valeur prédictive positive. Pareil pour le calcul de la VPN, nombre de vrais négatifs, SP par N par 1-P, divisé par le total des négatifs, SP par N par 1-P, plus 1-SE par NP, qu'on simplifie encore en faisant disparaître N. Donc ces deux valeurs prédictives sont des probabilités conditionnelles. Probabilité de la maladie si on présente le signe, probabilité de l'absence de la maladie si on n'a pas le signe. Et les plus savants d'entre vous auront reconnu le théorème de Bayes, probabilité de A si B. Alors il n'est pas question de retenir ces formules par cœur, ce qu'il faut y voir, c'est qu'elles comportent la prévalence à tous les étages. Et s'il y a une seule chose à retenir de cet exposé, c'est que les valeurs prédictives dépendent de la prévalence. C'est pour cette raison que tout à l'heure nous avions interdit de calculer ces valeurs sur des effectifs choisis en conditions expérimentales, puisque c'est l'expérimentateur qui décide artificiellement de la prévalence. Ce serait aussi absurde que de calculer une incidence dans une enquête cas témoin. Donc pour des performances intrinsèques données, on peut dresser un graphique de toutes les valeurs prédictives possibles, ici en ordonnée, en fonction de la prévalence en abscisse. Donc on voit que la valeur prédictive positive est d'autant plus élevée que la prévalence est élevée. Et elle s'effondre lorsque les prévalences deviennent très basses. Et à l'inverse, la valeur prédictive négative est élevée pour les prévalences basses et elle baisse lorsque les prévalences s'élèvent. Alors quel serait le test idéal pour affirmer la présence de la maladie, c'est-à-dire pour avoir la confiance maximum dans un résultat positif? Donc on voudrait à l'évidence une VPP de 100%, c'est-à-dire le moins possible de faux positifs, donc au final un test avec la spécificité maximum. Donc la VPP dépend aussi de la spécificité. Donc ici on a représenté plusieurs courbes de VPP en fonction de la prévalence en faisant varier la spécificité. La courbe supérieure en noir correspond à une spécificité de 95%. Mais lorsque la spécificité diminue, jusqu'à la courbe en rouge en bas, vous voyez que les VPP deviennent de moins en moins bonnes. Alors maintenant, quel serait le test idéal pour affirmer l'absence de la maladie, pour rassurer un patient en cas de résultat négatif?
voudrait donc à l'évidence une VPN de 100%, c'est-à-dire le moins possible de faux négatifs. Donc au final, un test avec la sensibilité maximum. Donc la VPN, la valeur prédictive négative, dépend de la sensibilité. Sur ce graphe, de la même façon, on a dessiné différentes courbes de VPN en fonction de la prévalence en faisant varier la sensibilité. Donc retenez que la valeur prédictive positive dépend de la spécificité, que la valeur prédictive négative dépend de la sensibilité, et surtout que les deux valeurs prédictives dépendent de la prévalence. Alors vous êtes maintenant, j'espère, convaincu qu'il est absurde de publier une valeur prédictive, qu'elle soit positive ou négative, sans référence à la fréquence de la maladie dans la population étudiée. Alors j'insiste un peu là-dessus, car de nombreux professionnels de santé ont encore du mal à admettre que la valeur d'un test, qu'ils ont eu tant de mal à mettre au point, n'est pas la même d'un endroit à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre si la fréquence de la maladie est différente entre ces lieux. Vous savez que le plus souvent on confie à des laboratoires hospitalo-universitaires très spécialisés les études préliminaires sur les performances d'un nouveau test. Alors tant qu'ils communiquent sur les caractéristiques propres du test, c'est-à-dire sensibilité et spécificité, tout va bien, mais dès qu'ils parlent de valeurs prédictives, alors attention si on ne tient pas compte du fait qu'ils travaillent en conditions de prévalence élevée. Ainsi, le labo hospitalo-universitaire qui draine de nombreux cas aura toujours une VPP meilleure que le laboratoire d'une petite ville, même si ce labo travaille aussi bien. Et à l'inverse, le laboratoire hospitalo-universitaire aura une VPN plus basse. Donc, si on ne connaît pas la prévalence, il ne faut pas publier une VPP. Cela n'a aucun sens. Mais il faut publier la courbe de la VPP en fonction des prévalences hypothétiques. Même chose évidemment pour la VPN. En conclusion, voici résumé les principales caractéristiques de performance d'un test appliqué au dépistage d'une maladie. Nous avons vu qu'on pouvait mesurer en conditions expérimentales la sensibilité et la spécificité qui sont les caractéristiques intrinsèques propres au test lui-même. Et qu'on pouvait mesurer en conditions de terrain ces valeurs prédictives qui dépendent des qualités intrinsèques mais aussi de la prévalence de la maladie. Alors, j'ai volontairement évité de parler de la covidose dans cet exposé, et vous avez certainement été abreuvé de commentaires journalistiques, et parfois même médicaux, sur la fiabilité de tel ou tel test. Et vous vous rendez compte maintenant de la confusion qui est engendrée par cette simplification réductrice. Juger un test, apprécier sa valeur, autoriser sa mise sur le marché est un exercice complexe en raison des nombreux paramètres qu'il faut prendre en compte et dont vous connaissez maintenant les principaux. Je ne voudrais pas vous quitter en vous laissant perdu dans cet océan de concepts ésotériques. Je ne dirais pas remettons les pieds sur terre, mais je vous emmène plutôt sur ce bateau de pêche. Alors ce bateau vogue sur la mer, dans la mer il y a des poissons, et il y a aussi de nombreux déchets qui la polluent. Alors le pêcheur va lancer son filet, dont il a choisi une certaine grandeur de maille, ni trop étroite ni trop large. Et on peut considérer que la taille des mailles de son filet est un peu comme le seuil d'une technique, comme le meilleur compromis entre la sensibilité et la spécificité. Le pêcheur va retirer son filet, il va ramasser des poissons, mais aussi, hélas, quelques déchets avec. Et au retour, il va donc pouvoir estimer sa valeur productive de pêche, VPP, en comparant la part relative des vrais poissons qui l'intéressent sur l'ensemble de sa pêche qui contient aussi les déchets qu'il va devoir rejeter. Imaginons maintenant qu'il lance le même filet, avec les mêmes mailles, dans une mer pauvre en poissons. Et il obtient, à l'évidence, une valeur productive médiocre avec peu de poissons ramenés dans son filet. Et maintenant, imaginons qu'il jette son filet dans une mer très poissonneuse. Et au retour, toujours avec son même vieux filet, il obtient une excellente VPP car la prévalence en poisson est très élevée. Donc j'espère que cette analogie imagée de la VPP vous a permis de mieux appréhender ce concept et je vous dis à bientôt. Voici quelques références bibliographiques qui m'ont permis de structurer ce cours.